Et donc ce concept, il va être mobilisé dans de très nombreux travaux, mais souvent, comme l'a rappelé Thierry, sans être redéfini au départ, et sachant qu'il peut prendre des significations très différentes en fonction de la discipline initiale en fait des personnes qui travaillent sur ce type de projet. Et également, voilà, également pour qualifier des enjeux qui relèvent finalement de problématiques assez distinctes. Donc pour prendre quelques exemples pour commencer, donc un exemple très classique de système d'IA utilisé à l'heure actuelle, c'est tout ce qui va relever de la classification d'images. Et donc par exemple, on sait que dans le cas où un système de reconnaissance d'image va être confronté par exemple à ce type d'image, donc un chien sur un fond de neige, le système va systématiquement reconnaître ce chien comme étant un loup. Parce que dans les bases de données du système, les chiens sont généralement représentés soit dans des environnements urbains, soit dans des champs à la campagne, mais rarement sur des fonds neigeux. Donc ça peut être qualifié de biais, par exemple, dans certains cas. Autre exemple, dans le domaine du traitement du langage naturel, où donc un exemple qui revient très souvent, c'est la problématique du genre qui sera associé à certaines professions. Par exemple, en anglais, le mot nurse, qui est a priori non genré, donc ça peut être une profession qualifiée infirmier ou infirmière, mais malheureusement, on se rend compte en tout cas que, en pratique, ce mot nurse est interprété comme étant féminin, puisque quand on va faire de la génération de texte, par exemple, ça va être le pronom she qui va être employé pour qualifier une nurse, ou quand on va faire la traduction de l'anglais vers une langue plus genrée comme le français, ce nurse va être quasi systématiquement traduit par infirmière. Et donc la grande question qui va se poser, c'est finalement, voilà, qu'est-ce qu'on en fait finalement de cette association-là? Est-ce que on doit la conserver? Est-ce qu'on doit plutôt faire une alternance ou inventer une forme d'écriture inclusive, par exemple, qui permettrait de laisser cette ambiguïté-là pour ne pas décider, voilà, quel est le genre de cette profession. Donc ça, c'est des exemples de biais. De façon un peu plus, dans d'autres cas, donc ça peut être des situations très graves. Par exemple, dans le cas de la voiture de conduite automatisée, on va pouvoir parler de biais, par exemple, pour expliquer que le système ne va pas être capable de reconnaître un vélo, un cycliste qui marche à côté de son vélo, alors que il va être capable de reconnaître un cycliste qui est en train de rouler, par exemple. Ça peut être également le cas en médecine, par exemple, où, par exemple, si on a pu se rendre compte parfois que, par exemple, pour interpréter un résultat d'un scanner, le système allait s'appuyer aussi sur des données qui n'étaient pas uniquement qui étaient présentes dans l'image, mais qui étaient plutôt du fait, par exemple, du numéro de série de l'appareil qu'il avait utilisé, ou l'image du logo de l'hôpital, par exemple, ce qui allait permettre d'avoir des informations, par exemple, sur le degré de gravité du malade. Ou, par exemple, si on se retrouve dans le cas de l'épidémie de Covid dans un hôpital, dans le service de soins des urgences, par exemple, on peut se dire, voilà, a priori, c'est des personnes qui vont effectivement être atteintes du Covid et à des formes très graves. Parce qu'on a réussi à reconnaître ce logo, et pas parce qu'on a réussi à reconnaître dans le scanner des poumons des traces justement du Covid. Autre exemple très classique, donc dans le domaine de la justice, il y a toutes les problématiques autour de la police prédictive, ou des scores sur est-ce que un prévenu a des chances de récidive ou pas, ou il a été montré que les scores qui sont obtenus par des populations noires américaines, par exemple, plus pauvres, vont être beaucoup plus mauvais que des scores obtenus par d'autres populations, notamment blanches. Ou encore également, donc c'était la question du recrutement avec le fameux logiciel de recrutement d'Amazon pour sélectionner les futurs informaticiens qui n'avaient aucun CV de femme. Et donc on peut se dire que potentiellement il allait pouvoir discriminer en fait les candidates féminines à ces postes. Et donc l'objectif de donc cette présentation, c'était de commencer donc par essayer de préciser en fait justement d'où on en est venu à utiliser le mot biais dans le domaine de l'IA,
essayer d'éclaircir les différentes significations qu'il pouvait avoir et également discuter de son caractère technosolutionniste. C'est-à-dire en quoi est-ce que parfois en fait le fait de mentionner les biais, ça peut servir un discours qui va dire que finalement la technologie va servir à résoudre tous les problèmes de la société. Donc l'hypothèse que je vais chercher à défendre au cours de cette présentation, c'est notamment l'idée que en fait chaque fois qu'on parle de biais, on fait en réalité référence à une norme qui est souvent implicite et qui va s'agir justement d'expliciter ici. Donc je vais commencer un peu rapidement par présenter un peu une analyse euh, sur l'origine justement du mot biais, étymologique, voilà. Donc, au départ, donc le mot biais en français, donc c'est un mot qui est apparu vers le XIIIe siècle dans le domaine de la couture, dans une expression toute faite qui s'appelle de biais, donc qui désignait l'idée qu'on faisait une coupe par exemple en diagonale. Donc c'est un mot qui n'a pas eu énormément de succès en français au début, puisque voilà, on voit progressivement apparaître voilà, un adjectif biais qui est un synonyme d'oblique. On peut utiliser dans l'expression mur biais, par exemple, porte biaise. Finalement, à la fin du XVIe siècle, ce mot biais, il va permettre, il apparaît sous la forme de nom commun finalement, alors qu'avant il était vraiment utilisé qu'en expression ou un adjectif. Soit pour désigner un aspect du chose, une forme oblique, ou au sens figuré, le moyen de résoudre un problème, donc par le biais de, par exemple, qui est une expression encore très utilisée aujourd'hui en français. Mais finalement, il n'a que ce sens-là, au départ en français, qui est déjà un sens assez pluriel, on va dire, mais qui est assez distinct du sens qu'on utilise aujourd'hui en Europe. Et là où en fait ce mot biais il va avoir beaucoup de succès, c'est au moment où il va être traduit en langue anglaise. Puisque donc d'après, enfin là je me base sur le dictionnaire d'étymologie en langue anglaise, qui rapporte donc que dès 1520 en fait, ce mot bias il va être utilisé dans le domaine du bullying pour décrire en fait des boules qui seraient mal équilibrées. Et donc c'est problématique quand on joue au bowling, puisque si elle est mal équilibrée, ça veut dire que au lieu d'aller tout droit, là où la lancée, elle va avoir tendance à s'orienter dans une direction ou une autre. Et donc là en anglais ça a pas mal de succès, donc puisque c'est pas limité uniquement au bullying, mais très vite ça va être utilisé dans un sens vraiment figuré pour parler de des esprits qui ont tendance à être partiels en fait, c'est-à-dire à pencher d'un côté ou d'une autre, par exemple dans un cas justement de conflit par exemple entre deux personnes, on est partiel, enfin voilà, on est biaisé si voilà, on est plutôt favorable à une personne qu'une autre. Et puis également donc mot non commun, donc qui va être décliné en verbe, donc to bias un biais, et puis en adjectif donc biaisé, donc bias. Et finalement, donc aujourd'hui, quand on utilise le mot biais en français, en tout cas en IA aujourd'hui, finalement, ce qu'on constate, c'est que c'est pas effectivement donc ce sens traditionnel en fait du mot biais qui est utilisé, donc qui est l'entrée 1 du dictionnaire Larousse par exemple, mais vraiment cette entrée 2 qui est considérée comme une traduction en fait de l'anglais. Et traduction en plus qui fait référence, en tout cas d'après Larousse, vraiment à une définition qui est scientifique même du terme. C'est-à-dire que là, on parle même pas du côté l'inclinaison de l'esprit dans le définition du moment. On parle du biais dans le domaine de la statistique. Par contre, là, c'est au niveau de l'adjectif en fait que Larousse il reconnaît en fait cette utilisation du mot biais pour définir voilà la partialité d'une personne. Donc pour l'instant, sans doute que ça va évoluer dans les prochaines années en tout cas, mais ça permet de voir un peu une trace de l'évolution en fait, du sens de ce mot. Et donc ce qui faut vraiment important de souligner déjà pour commencer, c'est que finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on perçoit un peu moins en français, mais dans la littérature anglophone, le mot biais, bias, on le retrouve vraiment partout. Donc là, je vous ai mis un échantillon dans Web of Science de tous les articles en fait où le mot bias apparaît. L'intelligence artificielle, c'est ça. Voilà, l'informatique. Le reste, ça va être ça peut être la physique, ça peut être la psychologie, ça peut être même la sociologie, c'est vraiment toutes les disciplines confondues.
Et donc, à partir de là, donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de prendre je crois les 50 premiers articles justement de Web of Science avec le mot biais, et de me dire, bah voilà, à quel type de biais est-ce que ça fait référence. Donc j'ai pu isoler voilà un certain nombre de, enfin faire des groupes en fait à partir de ces différents articles. Alors il y a un premier groupe qui va pas nous intéresser ici, qui parle de biais dans un sens très spécifique, ou dans un domaine, une discipline précise. Par exemple, le voltage bias que vous avez ici, c'est quelque chose qui en français, on va pas traduire par biais, on va traduire ça par tension pour polarisation. Et donc c'est un terme technique très précis dans le domaine de l'électronique. Donc ça on reviendra pas dessus, mais deuxième catégorie de biais, on voit, donc on parle de biais de small sample bias, donc biais de petit échantillon, ou biais de confusion, biais de sélection. Donc tout ça, ça va être des biais qui vont plutôt faire référence au domaine de la statistique. Donc ce qu'on verra par la suite, donc comment est-ce qu'il est défini, donc ce biais statistique. Ensuite, il y a toute une série de biais qui vont plutôt donc faire référence à des enjeux plutôt méthodologiques. Donc bias awareness, c'est voilà, le fait d'être conscient de l'existence de biais, bias testing, le fait de tester les biais, bias correction, comment on va corriger ces biais. Autre grosse catégorie, ouais, ça, l'affichage bouge un peu, c'est tout ce qui va concerner finalement les biais au niveau plutôt des raisonnements en fait, de la cognition humaine, donc biais d'attention, biais d'optimisme, biais de mémorisation, etc. Et enfin, dernière grande catégorie qu'on va retrouver, c'est des biais qui vont porter plutôt sur des enjeux, on va dire sociaux, donc biais raciaux, biais de genre, biais de classe sociale, avec parfois la précision implicite pour souligner que ces biais-là ne sont pas forcément intentionnels de la part de la personne qui les réalise. Donc voilà, dans la suite, du coup, je vais essayer de présenter un petit peu ces 4 catégories et pour mettre en évidence justement la norme à laquelle il est fait référence. Donc pour commencer, donc je vais parler un petit peu du biais statistique, donc qui a une définition extrêmement précise en mathématiques, puisque donc c'est un concept qui va être défini dans le domaine enfin dans la théorie de l'estimation. Donc il y a une théorie mathématique qui va être utilisée pour lorsqu'on va vouloir développer des modèles statistiques. Donc un modèle statistique, il va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, par exemple ici, si vous vous intéressez par exemple à une population de coccinelles et que vous voulez modéliser la taille des coccinelles par exemple, vous allez essayer de récupérer plein de coccinelles dans la nature, mesurer leur taille, et puis une fois que vous représentez un petit peu l'histogramme de ces mesures, bah, vous allez pouvoir vous dire, tiens, ça ressemble à un modèle statistique qui s'appelle la loi de Gauss, et qui va dépendre de 2 paramètres, donc la moyenne, donc quelle est la taille moyenne des coccinelles, et puis l'écart type, c'est un peu voilà comment est-ce que ces différentes tailles de coccinelles sont très resserrées par rapport à la taille moyenne, ou est-ce qu'elles sont au contraire très très larges. Et donc l'estimation va permettre justement d'estimer les paramètres de ce modèle. Et donc on va parler donc d'estimateur pour définir donc la fonction mathématique qui permet d'approcher les paramètres de ce modèle. Et à chaque fois qu'on a un estimateur, on va pouvoir faire plusieurs estimations. Donc une estimation par échantillon de mesures qu'on a récoltées. Et donc l'estimateur classique, par exemple, pour la moyenne empirique, ça va être de prendre toutes les mesures effectuées et de diviser par le nombre de mesures. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a des modèles un peu plus compliqués ou qu'on s'intéresse à d'autres paramètres, on va pouvoir avoir plusieurs estimateurs possibles. Et donc la grande question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va choisir quel est le meilleur estimateur. Et c'est là en fait que donc déjà on va pouvoir calculer donc l'erreur qui est commise quand on remplace l'estimateur par la valeur théorique du modèle. Donc c'est ce qu'on appelle donc l'erreur quadratrimalienne. Et cette erreur quadratrimalienne, on va pouvoir la décomposer en 2 types d'erreurs. Une erreur qu'on va appeler le biais et une erreur qu'on va appeler la variance. Donc c'est là que le biais va intervenir. Donc ce biais, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va représenter en fait l'écart entre l'estimation qu'on peut espérer obtenir et la valeur réelle du paramètre. Tandis que donc la variance, ça va plutôt, ça va décrire en fait la dispersion de ces différentes estimations.
Donc voilà. Donc ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que donc dans un contexte plutôt statistique, en fait, le choix d'un estimateur va toujours faire l'objet d'un compromis entre biais et variance. C'est-à-dire que dans certains cas, ça peut être plus intéressant de choisir un estimateur qui a un biais qui est léger, ce que vous pouvez voir sur l'image numéro 2, mais qui a une variance plus faible que un estimateur qui serait sans biais. Donc, comme sur la première image, vous voyez que effectivement, si vous faites la moyenne des estimations, vous tomber sur la valeur centrale, mais où la dispersion est tellement grande que, en fait, quand vous choisissez au hasard une de ces proies, l'écart avec la valeur réelle est plus important. Donc la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est finalement, est-ce que c'est de ce biais-là dont on va parler dans le domaine de l'intelligence artificielle? Puisque un modèle d'IA, finalement, c'est un modèle statistique avec simplement un nombre de paramètres vraiment très 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 important, paramètres qui vont pouvoir être estimés justement pendant une phase d'apprentissage. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir deux approches qui se dégagent. L'approche un peu plus ancienne, donc notamment de tout ce qui était les modèles experts, par exemple, qui va être de choisir a priori un modèle statistique. Donc l'avantage de ce type de modèle, donc c'est comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il va être interprétable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire tel paramètre il correspond à telle grandeur physique, par exemple. Mais ça reste des modèles qui sont assez limités aujourd'hui et c'est pas ceux qui sont le plus en vogue actuellement. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser principalement, c'est des modèles moite noire, donc avec une quantité de paramètres très importante et chacun d'entre eux va servir un peu de un degré de liberté en fait qu'on va pouvoir régler en fait jusqu'à ce que le modèle il obtienne les performances qu'on souhaite. Donc ça, c'est des modèles qui sont très efficaces mais qui ont le défaut de ne pas être interprétables. Et aujourd'hui, finalement, c'est ces modèles-là qui sont donc majoritairement en vogue et au tel point qu'on peut même les qualifier de non paramétriques dans le sens où les paramètres ne veulent plus rien dire. Et donc, pour cette raison, finalement, non, ce n'est pas de ce biais-là dont on va parler dans le domaine de l'IA. Donc maintenant, je vais parler un peu plus en détail plutôt du biais méthodologique. Donc là, donc derrière les biais méthodologiques, on va réunir un ensemble de tout ce qui va relever en fait de mauvaises pratiques de recherche, par exemple, ou dans le cas aussi où on utilise des statistiques de façon un peu en dehors, disons, du cadre du d'usage orthodoxe. Ici, en précisant qu'on ne parle pas forcément de fraude scientifique, puisque l'idée d'une fraude scientifique, ce serait vraiment que la personne a volontairement truqué ses résultats, par exemple. Il me semble qu'on peut parler de biais plutôt dans le cas où on a des mauvaises pratiques de recherche, mais pas de façon forcément intentionnelle. Et donc pour quelques des exemples de ce type de biais méthodologique, on peut retrouver le biais de mesure, c'est-à-dire dans le cas où on va utiliser un outil de mesure mais qui va pas permettre de réaliser une mesure fiable. Par exemple, je sais pas, dans le cas des coccinelles, on utilise, je sais pas, un double décimètre pour mesurer les coccinelles, on va avoir une erreur importante sur la mesure qui est faite, et donc on va pas pouvoir parler de biais. Également tout ce qui va concerner les biais d'échantillonnage, où on se rend compte que la population qu'on a réussi à prélever ne correspond pas, n'est pas représentative finalement de la population étudiée. Toutes les questions de cherry picking, donc là c'est plutôt au niveau de, une fois qu'on a les données, comment on va les traiter derrière, donc avec les questions de la sélection des données, donc qui normalement doit plutôt se faire au niveau justement des modèles statistiques et pas au niveau des données, et donc qui peut engendrer à nouveau des modifications finalement dans les résultats scientifiques. Ou encore, par exemple, biais de publication, donc la question du fait que on sait qu'aujourd'hui, quand on veut publier pour la première fois sur un sujet, on a plutôt intérêt à avoir des résultats positifs, sinon c'est très difficile de publier pour la première fois dans un domaine. Donc ça peut entraîner aussi une déformation finalement de des résultats scientifiques.
Et donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va appeler le biais, c'est donc un écart entre la mesure qui est faite, l'observation, le modèle qui a été élaboré, et la réalité qu'on cherche à étudier. Donc ça, c'est une manière de voir les biais qu'on peut retrouver parfois dans le domaine de l'intelligence artificielle, en particulier pour toutes les personnes qui vont s'intéresser justement au la question des justement de qu'est-ce qui est contenu en fait dans les bases de données utilisées pour l'entraînement. Et donc par exemple dans cet article de Shah et Schwartz et Ovi, qui dans le domaine du traitement du langage naturel, le biais va être défini comme un écart entre la distribution réelle ou attendue des utilisateurs, des étiquettes ou des résultats, et la distribution utilisée ou produite par un modèle. Donc ce qui était intéressant, c'est que finalement avec ce type de définition, on retrouve effectivement donc, des problématiques de méthodologiques en fait qui existent déjà donc dans d'autres disciplines. Par exemple, voilà, dans le domaine de la psychologie, par exemple, vous aviez Nodal Campbell qui avait proposé de distinguer deux types de niveaux de validité pour une recherche scientifique. Une validité interne qui va concerner est-ce que les conclusions de l'étude sont valables compte tenu est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi dans mon étude actuelle, et une validité plutôt externe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les résultats d'études, est-ce que on va pouvoir dire ces résultats ils vont être généralisables en dehors du laboratoire et puis à d'autres populations peut-être. Donc ça c'est des problématiques qui me semblent assez pertinentes pour l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, puisque on retrouve cette question finalement est-ce que les données utilisées pour l'apprentissage sont déjà pertinentes en amont, et puis plus tard une fois que le modèle est développé, est-ce que ces données vont produites par le modèle ou en tout cas vont être pertinentes. Le problème, si on part sur des biais méthodologiques là, c'est que y a un certain nombre de choses à prendre en compte. C'est déjà que ce type de biais-là, on sent qu'il va être très compliqué à mesurer, voire même dans la plupart des cas, on va pas pouvoir vraiment l'estimer dans l'absolu. C'est-à-dire que on peut éventuellement proposer deux modèles différents, mettre à jour le modèle en se disant tiens, là on a essayé de régler tel type de biais, ça a l'air mieux qu'avant, mais dans l'absolu, en fait, pour l'estimer, il faudrait vraiment avoir un modèle précis et parfait de la réalité, ce qui n'est pas le cas en général. Et autre question, c'est que mine de rien, en fait, la manière dont on va essayer d'approcher cette réalité, ça pose des questions fondamentales en philosophie des sciences, en épistémologie. Et potentiellement, en fonction de la discipline dans laquelle vous travaillez, les biais importants à prendre en compte et à résoudre, c'est pas forcément les mêmes que ceux de vos collègues qui travaillent dans le département voisin. Donc, question assez difficile à traiter, et question aussi dans lesquelles les informaticiens sont en général assez peu formés, puisque très souvent, une formation avec très peu d'épistémologie, et avec même parfois certain nombre de personnes qui vont croire qu'il existe des données brutes. C'est-à-dire que et qu'en mettant par exemple des capteurs partout, de façon un peu au hasard, on va pouvoir réussir à englober toute la réalité grâce au big data. C'était par exemple le discours qu'on avait en 2010, un journaliste spécialiste numérique, donc c'est pas un scientifique, mais ça traduit quand même un peu un état d'esprit, on va dire, qui est de dire que finalement on n'aura plus besoin d'avoir de science finalement, parce que la vérité va émerger. Et donc ça qui sont cette question de l'objectivité des données, c'est des choses qui sont très critiquées, notamment par les Critical Data Studies, qui soulignent que de toute façon, à partir du moment où on met un capteur quelque part, on a bien choisi de le mettre à cet endroit-là, et puis ce capteur il va capter un type de données précises, qui est bien défini, et donc il y a toujours une intelligence en fait qui est placée dès le moment de la capture. Donc on peut pas vraiment parler de données brutes en réalité. Le premier donc les méthodologies, je sais pas du tout depuis combien de temps il me reste. On est à 30 minutes. 30 minutes, ok. Du coup, le troisième, je sais pas pourquoi ça repose. C'est bon, alors, très bien. Donc j'arrive, troisième grande partie, donc la question des biais cognitifs. Donc c'est un concept qui a été défini au départ
dans les domaines de la psychologie, donc par les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky, dans les années 70, qui donc proposaient un modèle de la pensée basé sur 2 modes de raisonnement. Donc leur idée, c'était que voilà, il y avait le système 1 qui était un peu le système standard, on va dire, qui va reposer principalement donc, sur des heuristiques, donc c'est-à-dire des simplifications du monde, des raccourcis de pensée, qui vont permettre de prendre des décisions de façon très rapide, intuitive, mais qui ont le inconvénient de pouvoir donc être faillibles. Tandis que le système 2, lui, serait le système de la logique, de la rationalité, mais qui serait beaucoup plus long et plus coûteux à utiliser au quotidien. Et donc dans ce contexte-là, bah, finalement, les biais cognitifs, donc c'est un peu voilà, c'est des biais qui vont intervenir dans le cadre du système 1, et donc qui vont qualifier une tendance à prendre en compte des éléments non pertinents dans une prise de décision. Donc ce que parfois on appelle des failles de la rationalité. Et donc ce qui est intéressant finalement aussi dans la proposition de Kahneman et de Tversky, c'est que ces biais cognitifs, ils vont pas être totalement aléatoires. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont pouvoir se produire de façon assez systématique. Et donc on va pouvoir aussi étudier expérimentalement et puis dire, bah voilà, telle catégorie de population qui va être mise dans telle expérience, ils vont avoir tendance à prendre telle décision. Voilà, par exemple, le biais d'ancrage, donc c'est l'idée que si vous demandez à quelqu'un, par exemple, d'estimer le poids d'une baleine, et que juste avant vous lui demandez quel est le poids de la Tour Eiffel, il va pas avoir la même réponse que si vous demandez avant le poids d'une plume, par exemple, parce que il y aura déjà une amorce qui aura été faite au niveau de voilà, du type de question que vous lui avez posée. Et donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, on retrouve un certain nombre de définitions qui évoquent un peu cette vision cognitive des donc par exemple, pour prendre voilà, une définition utilisée dans le cadre d'une conférence par l'informaticien Jean-Michel Dux, donc le biais est défini par une information non pertinente, mais qui influence malgré tout le résultat de l'algorithme. Autre exemple, donc dans un autre article des chercheurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui parlent donc, qui soulignent en fait que les biais, en fait, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais que ça va caractériser en fait finalement le fait qu'il y ait des connaissances a priori qui soient utilisées dans le système, qui vont permettre justement de permettre la prise de décision. Donc c'est quelque chose voilà, qui se rapproche de la notion d'heuristique, voilà, développée par Kahneman et Tversky. Et enfin, dernier exemple, donc dans le rapport pour la Commission européenne sur une IA digne de confiance, donc il y a une distinction qui est faite entre ce qu'ils appellent les biais injustes, qu'on verra en dernière partie, et les biais, on va dire, classiques, qui là sont simplement bon, préjugés, c'est peut-être un peu négatif aussi en français, mais l'idée c'est que voilà, il y a une décision qui est prise a priori, mais que cette décision n'est pas forcément voilà, négative ou malheureuse en fait a priori. Simplement, voilà, elle est nécessaire finalement au bon fonctionnement du système. Et là où on va avoir des discours, enfin une trace de discours texto-substitutionniste, c'est que finalement aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il y a un peu 2 discours contradictoires qui exister au niveau de ces types de biais. D'un côté, une mise en garde des biais dans les systèmes d'intelligence artificielle, où finalement, des personnes vont dire mais finalement ce système d'IA c'est que du système 1, si on reprend l'appellation en fait de Kahneman, donc c'est que de l'automatisme finalement, il n'y a aucune réflexion dans ces systèmes. Et de l'autre côté, des personnes qui vont au contraire faire une éloge de la décision automatisée. Ce qui est notamment le cas, voilà, un des 2 auteurs voilà, qui est à l'origine de ce concept, donc Kahneman, qui voilà, en 2016 faisait l'éloge du fait de plutôt utiliser des algorithmes plutôt que des humains pour prendre des décisions, parce que oui, il y a peut-être des biais dans les algos, mais au moins on peut peut-être essayer de les réduire, et puis ils ont le net avantage de prendre toujours la même décision, c'est-à-dire ils sont sans bruit, donc sans variance, si on peut utiliser les mots de la statistique. C'est-à-dire que si en fonction, je sais pas, de l'heure de la journée, le degré d'amitié par exemple qu'ils ont avec la personne qui est en face d'eux, ou de leurs émotions, tout ça ne va pas entrer en compte dans le cadre de la décision. Ce qui serait une forme de rationalité en fait, du point de vue de ces auteurs.
Donc c'est quelque chose aussi, je trouve qu'on peut, voilà, on peut noter du côté de tous les défenseurs du paternalisme libertarien aussi. Donc Thaler et Schoenstein, qui sont très intéressés justement par le concept de biais cognitif, et qui vont proposer en fait l'idée que on va pouvoir s'appuyer sur ces biais cognitifs pour orienter les prises de décision déjà. Et donc parce que comme les gens justement en général prendraient des décisions de façon automatique, ben on va s'arranger pour qu'ils prennent les bonnes décisions en orientant la décision grâce à des nudges, donc des coups de pouce. Et ce qui me semble très inquiétant en fait vis-à-vis de ces discussions là aujourd'hui, c'est que donc, parmi les gens donc, qui défendent aussi donc, cette vision finalement de la rationalité un peu automatisée, il y a aussi un certain nombre de personnes en fait qui vont dire que ces biais cognitifs, c'est même pas des choses qui seraient acquis ou qui seraient on pourrait peut-être essayer de travailler grâce, je sais pas, à l'éducation. Non, c'est quelque chose qui est naturel, qui est écrit dans le génome des gens et qu'on peut expliquer même du point de vue évolutif. Avec beaucoup de personnes qui vont dire, en fait, les biais cognitifs, ils vont le définir autrement. Ils vont dire, ils sont nés d'une incohérence finalement entre les conditions de vie actuelles dans la société contemporaine et les conditions de vie dans lesquelles l'espèce humaine s'est développée au départ. Et donc finalement, ces biais cognitifs vont être à l'origine justement d'un peu de tous les maux de la société. Donc ça, c'est des discours qui sont assez critiqués aujourd'hui par un certain nombre de personnes, à la fois sur le plan philosophique, politique, mais aussi scientifique. Donc du côté des critiques politiques, on peut citer par exemple Barbara Stiegler qui montrait que comment est-ce que ce concept du biais cognitif, il allait pouvoir être utilisé justement pour justifier une idéologie néolibérale selon laquelle finalement les décisions allaient être prises de manière technocratique par des experts qui eux, je sais pas trop comment, mais seraient en tout cas conscients de leur biais et donc seraient capables de ne pas y être soumis. Également même sur le plan peut-être plus tactique, donc il y avait Manuel Zaclade, voilà, qui avait proposé un article où il analysait le fait que finalement il y avait toutes les techniques de nudge vont être à la fois utilisées dans le domaine politique mais aussi dans le domaine marketing, ce qui entraîne un mélange des genres qui va avoir des effets délétères puisque finalement les populations, les citoyens vont se rendre compte qu'on est en train de les traiter comme des consommateurs finalement, ce qui peut avoir des effets contre-productifs. Et du côté plutôt des critiques venues de la psychologie, par exemple, de l'économie. Donc on a aussi des gens, par exemple, comme l'allemand Gerd Gigerenzer, qui souligne le fait que en fait, il y a un certain nombre d'études dans le domaine des biais cognitifs qui pourraient être interprétées différemment. Et donc il y aurait un biais finalement à avoir des biais partout de la part de certains psychologues. Également des critiques au niveau de plus généralement d'une approche qui serait très réductionniste si on va considérer que finalement le fait d'étudier des comportements au niveau individuel suffise à expliquer le comportement de la société en ensemble. Donc ce genre de choses. Et également critique aussi de finalement qui est-ce qu'on a aussi dans ces expériences, et on se rend compte que la plupart de ces études vont être faites sur des populations très spécifiques qui sont occidentales, éduquées, industrialisées, puis dans des pays riches et démocratiques. Donc ça, donc c'était pour les biais cognitifs. Ensuite, j'arrive à la dernière partie donc sur la question des biais socio-historiques. Donc, la dernière manière de définir les biais, donc ce serait biais comme écart entre la décision qui est prise et le résultat qui est considéré comme juste ou comme désirable du point de vue éthique. Donc là, à nouveau, donc quelques exemples des définitions de ce type en IA. Donc tout à l'heure, je reprends la définition que j'avais présentée tout à l'heure dans le domaine de la méthodologie. Quand on parle d'écart entre la distribution réelle ou attendue, en fait, derrière ce attendu, on ne sait pas trop ce qu'il y a, en fait. Est-ce que ça va être attendu, alors, on pense que le résultat, ça doit être ça, ou est-ce que on veut que le résultat, ce soit ceci? Donc, définition de BVU. Dans le rapport du linéaire digne de confiance, comme je disais, il y a un truc qui est appelé les biais injustes. Donc, où là, on va dire que ce qui est un biais vraiment important à prendre en compte, c'est tout ce qui va entraîner des discriminations.
ou même de façon très lapidaire. Donc notre article intéressant, donc une revue de biais qui va parler simplement de biais, c'est une source d'inégalité. Voilà. Et là aussi, on va avoir potentiellement des discours technosolutionnistes, c'est-à-dire que les gens, à la limite, reconnaissent que oui, les systèmes sont biaisés, mais potentiellement, on va pouvoir les débiaiser, finalement. Et donc, grâce à un algorithme, finalement, on va pouvoir avoir des décisions qui seraient peut-être moins racistes, moins sexistes, moins discriminatoires que si c'était simplement des humains qui prenaient ces décisions. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui a été suggéré donc dans un article court de Jennifer Chayes, voilà, dans un article opinion en 2017. Donc là, c'est une vision des choses intéressantes, mais qui soulève à nouveau un certain nombre de problématiques. On sait que cette notion de justice ou d'équité, de fairness, elle va être très difficile à... il va falloir réussir à trouver une définition, voilà, qui satisfasse tout le monde, mais c'est un peu compliqué. Donc dans la revue, voilà, de Mehrabi et al., et puis voilà, il faut aussi la traduire mathématiquement finalement aussi pour qu'elle puisse être utilisée. Et donc il y aurait en tout cas, voilà, deux catégories principales assez contradictoires déjà qu'on peut mettre en place. Donc une vision de l'équité qui serait individuelle, avec une vision finalement méritocratique où deux individus semblables doivent être traités de façon semblable, ou un principe plutôt d'équité de groupe, donc plutôt un principe paritaire où là l'idée c'est vous avez voilà, des groupes de populations différentes dans votre société. Il faut s'arranger pour que les résultats de l'algorithme permettent de représenter ces personnes de façon un peu paritaire. Donc, typiquement, ouais, pour prendre un exemple, c'est dans le cadre du recrutement. Un principe paritaire, ce serait par exemple d'avoir 50% d'hommes, 50% de femmes un poste. Principe méritocratique, ce serait finalement on prend les gens en fonction par exemple du nombre d'années d'expérience. Sauf que si on fait ça, ça veut dire que potentiellement on va pas prendre en compte le fait que des femmes auraient pu s'arrêter pour élever leur enfant. C'est ce genre de distinctions. Ensuite, il y a toute la question aussi des attributs protégés. Donc, attributs protégés, c'est en gros, voilà, qu'est-ce que sont les variables en fait que le système doit prendre en compte pour parvenir au résultat juste. Donc ça, on peut avoir derrière des enjeux forts de quels sont donc les attributs protégés qui sont pris en compte. Et récemment, donc des collègues de MIA avaient mis en évidence le fait que si on fait pas très attention, en fait, on peut avoir des effets pervers finalement, qu'on va essayer de débiaiser le système. Ou si on imagine par exemple que votre population est divisée donc en deux groupes, donc hommes et femmes, et en, je sais pas, les groupes des yeux bleus et des yeux marrons, vous pouvez très bien arriver avec votre algorithme à arriver à une situation où oui, vous avez pris 50% de femmes qui ont les yeux bleus et puis 50% d'hommes qui ont les yeux marrons. Et les deux catégories un peu intermédiaires, elles vont avoir aucun représentant parce que le système, il a trouvé que oui, finalement, on a bien 25% dans chaque groupe et donc c'est... Par contre, au passage, on a quand même discriminé certaines catégories de la population sans s'en rendre compte. Et puis autre difficulté, c'est que ces attributs protégés, comment est-ce qu'on en est informé finalement? Parce que potentiellement, tout ça, ça va être des motifs de discrimination. Et donc, on n'a pas forcément envie d'informer son employeur, par exemple, de tous ses attributs protégés. Donc, ses maladies chroniques, je sais pas, sa religion, son orientation sexuelle, ce genre de choses. Alors que ce serait potentiellement des choses à prendre en compte justement pour s'assurer que le système est juste. Et donc ça, c'était plutôt des questions, on va dire, techniques, mais même d'un point de vue avec un peu plus de recul, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on parle de biais sociaux historiques et qu'on essaie de le réduire, on risque d'imposer une vision du monde hégémonique. Avec la grande question, voilà, qui va se poser, c'est finalement qui doit définir la norme sociétale qui est implémentée dans ces SIA. J'ai un petit problème d'affichage. Et donc par exemple, dans Giada Piscilli, donc qui a été intervenu dans un séminaire précédent, avait parlé d'un article justement où il montrait que dans donc
le système de GPT-3, donc système de génération de texte, non seulement 93% des données d'entraînement sont en langue anglaise, mais en plus, le système va plutôt mettre en avant des valeurs américaines. Et donc ils avaient montré ça en montrant que, par exemple, quand on demande à faire une tâche de résumé de texte par GPT-3, ce dont le logiciel est totalement incapable, puisque voilà, il n'est pas capable de comprendre en fait ce qu'il y a dans le texte, mais il va simplement piocher des mots-clés et puis essayer de régénérer un texte un peu plus court derrière. Mais en faisant ça, en fait, les textes qui étaient générés étaient contradictoires totalement avec le texte qui était proposé initialement. Et donc, par exemple, un texte en Australie sur la réduction le fait qu'il fallait réduire le nombre d'armes en circulation justement pour réduire les homicides, ce genre de choses, allait être résumé comme étant, en mettant en avant le fait qu'il fallait défendre le premier amendement, par exemple. Donc c'était quelque chose voilà, qui n'existe pas forcément en Australie, mais qui est très, très américain. On peut citer aussi toute la question de modération de contenu, par exemple. On sait voilà, que les plateformes de réseaux sociaux sont très rapides pour modérer tout ce qui va concerner la nudité, par exemple, ou les infractions de copyright, mais beaucoup moins peut-être sur des scènes de violence, par exemple. Ce qui sont des choix, en fait, qui sont faits même. Et par ailleurs, finalement, dernière question qu'il faut souligner, c'est que finalement, en supposant qu'on se soit mis d'accord sur la norme qu'on va vouloir implémenter dans le système, qu'on ait réussi à nettoyer les bases de données et qu'on ait testé le tout pour vérifier que ça fonctionne bien, par nature, ce système d'IA, il va être conservateur. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser tous les 4 matins à dire on recommence tout de zéro, parce que voilà, le coût financier pour mettre en place tout ça est matériel, enfin en termes de ressources et énergétiques, matériaux, est assez considérable. Donc on risque voilà, de mettre en place une vision du monde qui va tenir pendant aussi un certain temps. Et de ne pas être capable de s'adapter à des évolutions sociales rapides. Voilà. Donc ça c'était, j'arrive un peu à une conclusion un peu synthétique pour résumer ma présentation. Donc on a vu que le biais, donc c'était un mot un peu fourre-tout avec des définitions assez multiples, où donc on a essayé d'analyser en particulier donc 4 approches distinctes. Donc une première approche qui serait plutôt mathématique, où donc le biais est défini par rapport à une norme un peu idéale, donc qui est un concept qui est bien défini mais qui est malheureusement inopérant dans le domaine de l'IA. Ensuite, donc le biais méthodologique, où là la norme ce serait celle de la réalité ou de la vérité, mais qui soulève des questions philosophiques et épistémologiques importantes. Une approche plutôt du côté des sciences cognitives, où là le biais serait défini comme ce qui est rationnel, finalement qu'est-ce que serait la définition rationnelle, mais où cette norme va souvent être plutôt utilitariste, c'est-à-dire que c'est pas la bonne solution du point de vue des usagers, c'est plutôt la bonne solution du point de vue de la personne qui regarde de l'extérieur, quoi. Et enfin la question du biais socio-historique, où cette fois la norme à laquelle il fait référence, ce serait celle d'une société idéale. Voilà. Et donc il me semble en tout cas que la question qui pose le plus problème, en tout cas aujourd'hui dans le monde de l'IA, c'est plutôt cette dernière catégorie, en fait, puisque c'est celle qui va s'intéresser vraiment aux effets concrets finalement de ces systèmes sur la société. Et ensuite, donc, pour ce qui est de la partie technosolutionnisme et en quoi est-ce que ces biais, en fait, ils vont servir ce type de discours. Bon, déjà, on a vu que effectivement, bon, pour certaines personnes, donc résoudre les biais des SIA, ça consiste à résoudre des problèmes de la société, que ce soit au niveau donc scientifique, avec le rêve voilà, de pouvoir avoir réponse à tout finalement grâce au système d'IA, au niveau peut-être même aussi voilà, de grandes sessions sociales autour de toutes les questions des discriminations. En fait, on pourrait faire une IA qui serait parfaite et qui prendrait la bonne décision à chaque instant. Donc ça, c'est une vision un peu caricaturale et qui voilà, est pas forcément partagée, mais même de façon un peu plus modérée, en fait, finalement, chaque fois qu'on va parler de débiaiser, donc déjà on parle de débiaiser, donc ça veut dire qu'on imagine qu'on est capable de le faire. Moi, je préfère parler de rebiaiser parce que je pense que on rebiaise toujours par rapport à une norme, et si quelqu'un définit notre norme, ça veut dire qu'il y a toujours un nouveau biais, en fait, qui existe.
Et par ailleurs, on peut souligner que finalement, quand on parle de biais, en fait, on est toujours au niveau de ce que Miyagi appelle la petite éthique, ou que Zach de Grosvois appelle l'éthique externe, c'est-à-dire que on est en train de dire, comment améliorer le système finalement. Alors que la vraie question finalement fondamentale, ça va être quel est le bien fondé d'utiliser le système d'IA. Est-ce qu'il faut vraiment automatiser la décision? Et si on le fait, mais à quel prix? En termes de ressources environnementales et financières utilisées. Et donc, moi, ma conclusion, ce serait plutôt qu'il faut faire attention justement à ne pas oui, je considérais les biais uniquement comme un instrument du problème technique, c'est-à-dire avec un compromis qu'il y aurait à trouver entre les biais du système et la performance du système, mais au contraire vraiment en faire une question politique et pour vraiment mettre de façon un peu pour enfoncer le clou, on va dire. Donc les chercheuses d'Ignacio et Klein avaient proposé même de ne plus parler de biais du tout, mais de parler d'oppression. Comme ça, les chercheurs comprennent un peu les enjeux qui sont derrière. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu le tour de ma présentation et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'avais déjà un peu lu l'article que tu avais écrit et que tu retranscris très bien par ta présentation. Et je trouve que c'est une vision très intéressante un peu un débroussaillage, un bon éclaircissement de ce que peut être la notion de biais. Tu vois, il y a tout le monde qui te dit merci à distance. Peut-être on peut te laisser faire une petite pause pour prendre ton souffle. Ouais. D'ailleurs, peut-on avoir la référence de l'article, s'il vous plaît? Je crois que tu... En fait, il n'est pas encore publié, il est en cours de correction, ouais. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas d'ailleurs. Oui. Je voudrais juste dire un mot sur ce bel exposé qui est une sorte de pépite de notre chaire, puisque Ambre donc est venue on peut le dire, à ces problèmes par le biais de la fréquentation des différents chercheurs et chercheuses de la chaire. Là, je trouve que c'est particulièrement bien vu. Et alors moi je suis dans l'attente du résultat final que tu vas nous livrer un jour ou l'autre. Ça va être, ça promet. Alors, tu penses bien que moi, ayant une approche de philosophie politique pour parler de l'éthique des technologies et de l'IA, je suis à mon aise dans ton propos. Mais du coup, pour une fois, je prendrai la défense des informaticiens. Parce que à quoi imputes-tu si je comprends bien, ce qui est un préjugé spontané de la psyché de l'informatique? Est-ce que tu l'imputes à l'effet de cette technologie? Est-ce que tu l'imputes à la manière dont les mathématiques appliquées et l'informatique pensent, mais sans le penser vraiment, le statut de la calculabilité, par exemple? Ce qui est autre chose, ce qui relève de l'épistémologie des mathématiques appliquées, et pas finalement du système. Ou est-ce que c'est un projet, parce que quand même c'est fort ce que tu dis à la fin sur le fait que faut parler d'oppression. C'est une position très critique, vraiment. Est-ce que tu dirais jusqu'à dire qu'il y a derrière un projet, comme il m'arrive de le penser dans mes pires moments paranoïaques, la volonté de littéralement de faire en sorte que le technologique se substitue au politique, ce qui est effroyable, parce que comme tu le dis, moi je partage cette conviction très forte, c'est pour ça que j'attendais beaucoup de ton exposé et je suis pas déçu. On ne peut pas demander à la technologie de régler des problèmes qui sont ceux de la philosophie sociale et politique, c'est-à-dire la définition de l'équitable. C'est pas possible. Alors, ces outils vont nous aider incontestablement à les régler. Mais d'abord, il convient en effet de définir, notamment grâce à une réflexion de type mathématique aussi bien, définir la question de l'équité, qui est un problème épistémologique, mais qui relève profondément de la théorie sociale et politique. Voilà, de l'économie politique, de la philosophie politique. Voilà, donc comment tu... Je pense que vraiment à cette question, c'est vraiment de la sociologie justement des ingénieurs, mais j'ai l'impression que les visions technocratiques justement sont quand même assez partagées justement. Avec peut-être que ça vient aussi du fait qu'il y a une confusion aussi, je pense parfois entre
enfin, le problème d'informatique, j'ai l'impression que c'est justement c'est très fondé sur les mathématiques au départ, donc qui est une science formelle où la vérité existe aussi. Et donc, alors que dans le domaine de l'IA, le drame finalement, c'est que ces raisonnements mathématiques, ils vont avoir un résultat concret sur le réel finalement. Et je pense que ce serait intéressant justement de comparer peut-être la vision des choses dans l'informatique par rapport à des physiciens, par exemple, ou des biologistes qui sont aussi, enfin peut-être des ingénieurs, mais qui travaillent de façon plus concrète, justement plus ancrée dans la réalité aussi. Voilà. Je sais pas répondre comme ça, mais je trouve qu'il y a c'est des pistes un petit peu qu'il faudrait explorer de ce niveau-là, au niveau vraiment de quelle est la vision du monde en fait qui s'est promue par les sciences informatiques finalement. Donc j'ai l'impression que c'est pareil. Enfin, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui justement si ça a pu progresser peut-être dans les domaines des formations, mais il me semble que voilà, dans le domaine de l'informatique, le fait de travailler sur des données de santé par exemple, ou des données, je sais pas, de carburateurs de voitures ou je ne sais quoi, c'est la même chose en fait pour un informaticien de base en fait. Le sens qu'il y a derrière les données qui sont manipulées parfois n'a même pas d'importance en fait. Et parfois, enfin, normalement, il y a une acculturation qui doit être nécessaire justement pour pouvoir travailler dans une équipe, mais elle se fait pas forcément en fait. Ça dépend. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Première question de Ikram. Avez-vous déjà vu la notion de biais algorithmique? Si oui, comment sont-ils définis? Oui, c'est vrai que j'aurais pu aller dans ce... biais algorithmique, je vais ressortir parce que j'ai un certain nombre de slides que j'avais un peu coupés aussi. Je sais pas si je vais les présenter. En fait, moi, en fait, très souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans justement les articles sur les biais, en fait, on va parler d'un type de biais précis, par exemple. Et donc, dans les biais, on va avoir le biais, ce qu'on appelle le biais algorithmique. Par exemple, je peux peut-être présenter une de mes diapos. Attends, on va partir de cette diapo. Donc ça, c'est des choses que j'ai un peu coupées, justement, parce que la présentation était un peu longue. Non. Oui, d'accord, j'ai déjà l'écran, en fait, qui est bon. Ça fait des bêtises, je crois. Est-ce que... Voilà, je vais montrer ces deux diapos-là. J'avais en plus, ici. Donc, généralement, en fait, en tout cas, j'ai pas pu faire non plus une revue de la littérature complètement exhaustive parce que il y a un article tous les jours, voilà, qui sort dans le domaine des biais en IA. Mais donc les quelques revues de la littérature que j'ai vu passer, très souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que on parle des biais en général, avec parfois une définition un peu vraiment vague, comme j'ai montré au début, et puis on va s'intéresser vraiment à des types de biais très particuliers. Donc, par exemple, la revue là, de Ouvik, j'ai cité plusieurs fois, donc on va distinguer soit des biais qui apparaissent aux différentes étapes de conception de l'algorithme, soit comme l'ont fait donc l'autre revue de Merabi, les biais qui vont apparaître plutôt, donc je reviendrai après dessus, mais au niveau de l'utilisation du dispositif. Où là, ce qu'on a, c'est donc une vision plutôt des biais qui seraient générés en fait dans le système, où par exemple, au moment où l'utilisateur va créer des données, il va y avoir des biais qui apparaissent. Donc là, ce qu'il appelle les biais algorithmiques, je ne sais plus, ça m'étonne que ce soit à ce niveau-là. Vérifier en fait en fonction de chacun comment chacun définit aussi le biais algorithmique, mais voilà, c'est un cas particulier en fait. Donc biais qui serait produit finalement par les algorithmes justement directement et pas par forcément les données. Donc ce serait plutôt le traitement des données en fait qui générait ce biais. Voilà. Si je comprends bien, en fait, pour préciser, il y a presque une science de la typologie des biais avec différentes façons selon la manière d'aborder les problèmes. Biaisologie. Il y a biaisologie. Si on a une biaisologie, on est capable de ne pas substantialiser ce concept. Donc, tu as montré qu'il est d'abord une métaphore. Il faut vraiment se méfier en philosophie de prendre des métaphores pour des concepts. Tu parles de la métaphore pour un concept, c'est parfait, très intéressant. Mais cette démarche, la suite, c'est un tableau. On vient d'assister à la naissance de la biaisologie, qui crée, à mon avis, un état très important pour tout le monde, pour dire de quoi on parle.
qu'est-ce qu'on va faire, de quoi on parle et sur quoi on s'engage. Sur quoi on s'engage, stop les effets d'annonce, quoi. Tu vois, c'est ça qui est, à un moment donné, l'éthique de l'IA est une chose trop sérieuse pour les seuls informaticiens. On a une autre question de Eric, qui était dernier présentateur du séminaire. Merci Eric d'être là. Alors Eric nous dit: merci beaucoup Ambre pour cette présentation. J'ai plusieurs questions qui me viennent, mais tout d'abord, est-ce que cette redéfinition du biais comme écart à la norme ne demande pas une définition plus précise de la notion de norme? Ah oui. Perspective statistique, morale, pathologique. Par ailleurs, peut-être pour une deuxième question, je te la poserai peut-être après la deuxième question. Est-ce que cette revision du biais comme écart à la norme ne demande pas une définition plus précise de la notion de norme? Si, probablement oui. Ça demanderait une autre préparation justement sur le sujet. Après, ça va peut-être répondre à la deuxième question aussi. C'est vrai que moi, l'une des raisons, je pense, qui m'a poussée aussi à faire cette présentation, c'est qu'effectivement, moi, dans mon parcours de formation, le biais, la seule définition qui existait, c'était le biais statistique, justement. Comme je l'ai présenté précédemment. Et donc, mais moi, je suis pas informaticienne, justement. Là, je suis entraînement du signal au départ. Et donc, je sais pas, dans le domaine informatique, quelles sont les définitions qu'ils utilisent, en fait, par défaut. Je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, est-ce qu'elle est totalement ignorante? En fait, ce qui pose question, c'est finalement à quel moment on est prêt à accepter d'avoir aussi des systèmes où on ne sait pas ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire que même le fait, comment est-ce quand on est sur un système justement où on pourrait, qui serait avec des paramètres qu'on va pouvoir régler justement et puis voir, voilà, si on change ce paramètre-là, qu'est-ce qui se passe, ça permettrait effectivement peut-être le problème serait posé différemment en fait. Alors que là aujourd'hui, le problématique c'est qu'on est complètement aveugle, c'est-à-dire que en fait, on découvre a posteriori que le système a des comportements qui sont pas les comportements attendus, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. On ne sait pas, même pas les gens qui les conçoivent, voilà, en général, ils ont une petite idée des bases de données qu'ils mettent dedans, mais c'est même pas sûr, en fait, parce que c'est des quantités qui sont tellement massives, je sais plus, en GPT-3, je sais plus combien c'est, mais c'est complètement astronomique, en fait. Donc, oui, D'accord. Merci. Alors, on a un papier ancien de la biologie. On verra tout à l'heure. Need for Bias 1980. Ça remonte. Il y est montré qu'un système de machine learning sans biais ne peut qu'apprendre par cœur. Peut-être une forme d'overfitting, comme on dit sur l'apprentissage. Je ne sais pas si c'est lié à ces questions-là. Après, est-ce que les systèmes actuels, je ne sais pas si les systèmes... Oui, j'ai l'impression que quand on dit apprendre par cœur, en fait, ce serait par opposition à apprendre de façon peut-être plus intelligente ou savoir faire un raisonnement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de toute façon, les systèmes ne savent pas faire de raisonnement, donc c'est pas du par cœur, mais on reste voilà sur deux choses. Faudrait que je regarde ça. C'est ça. Ah oui, peut-être aussi. Fabien nous dit apprendre, ce qu'on entendait par apprendre, c'est généraliser. Par cœur égale, on répète les exemples fournis pour l'apprentissage. Après, aujourd'hui, c'est un peu le cas aussi, en fait. C'est pour ça, Tim Guilledrew parlait de perroquet stochastique. C'est-à-dire que les modèles qui sont le plus utilisés, c'est quand même souvent ça. Enfin, ceux qui posent le plus problème, en tout cas, il me semble. Donc, c'est juste que c'est pas par cœur dans le sens où il n'y a pas une solution, c'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, il y a une probabilité, puis peut-être, voilà, il n'y a pas une association forcément directe, parfois non plus entre l'entrée et la sortie, mais disons que c'est... Moi, ça me pose une question, donc sur un thème un peu différent. Alors la question globale, je vais la préciser après, ce serait de se demander est-ce que ces différents types de biais seraient mobilisés par différents types d'acteurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certains acteurs qui utilisent plutôt certaines définitions que d'autres, que tu pourrais repérer dans la littérature ou pas. Là, je donne un exemple très très concret. Donc, moi, je parle plutôt du point de vue de la sociologie. Donc, je vais dans une entreprise,
ici près de Grenoble, faire une étude sur une chaîne de production où ils mettent en place des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, il y a de nombreuses motivations, notamment voilà, augmenter la productivité, ce genre de choses. Et enfin, oui, c'est ça, la productivité. Et la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle est justifiée par le fait, notamment, que les opérateurs, alors là je dis presque texto, ce que m'a dit un manager, c'est que les opérateurs, si c'est le matin, le midi ou le soir, ils vont pas prendre les mêmes décisions. Et donc, ça revient un peu à ce que tu disais quand tu parlais de Kahneman, c'est-à-dire on va avoir un système qui est débiaisé parce qu'il va être consistant, quoi. Il va être cohérent, il va prendre toujours la même décision. Donc pour moi, il y a peut-être, alors au moins à cet endroit-là du secteur industriel, une vision du biais, du biais humain, du biais rationnel. Les humains qui veut être gommés par les systèmes d'intelligence artificielle. Est-ce que moi c'est une vision que je fais à un point précis? Est-ce que tu as l'impression, peut-être dans ce que tu as vu, que c'est particulier à certains secteurs ou... Je trouve qu'il est très intéressant ton exemple parce que justement je l'avais pas en tête et je trouvais que souvent en fait ces différentes dimensions elles étaient un peu mélangées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si ce qui pose problème c'est les données de la base de données d'apprentissage, est-ce que c'est le résultat qui est obtenu qui n'est pas satisfaisant et donc ou est-ce que c'est le fait qu'on discrimine les gens. Et donc là ça c'est vraiment un exemple précis où effectivement c'est pas un biais social puisque vous voyez il n'y a pas de problème de discrimination vis-à-vis des personnes, c'est vraiment la question de l'automatisation finalement. Il y a d'autres situations, je pense pas, tout ce qui est notamment en général les textes autour des quand on parle de la question éthique, souvent c'est pas trop ces exemples-là qui reviennent. Enfin, ça va plutôt être des exemples au type tri de CV, décision automatisée en fait. Et donc là, j'ai l'impression que ce qui ressort plus, c'est cette notion d'injustice justement. Et donc j'avais pas forcément d'exemple en tête où c'était aussi net ou sinon si par exemple tout ce qui est classification d'images c'est il peut y avoir un peu des deux, c'est-à-dire que si c'est que des images d'animaux par exemple c'est pas on peut parler de biais cognitif par exemple. Si ça commence à être du fait de je sais pas, reconnaître, dire qu'un humain est un animal, par exemple, là, ça va être un biais social, en fait, parce qu'il y a des enjeux, de racisme derrière, ou des choses comme ça, quoi. Mais je pense que ça dépend des usages aussi, beaucoup. Ah oui, Eric veut relancer la question. Eric nous dit merci pour la réponse. Je t'en récap la prochaine présentation sur la notion d'honneur. Merci Eric. Je me permets de relancer pour la clarification sur le caractère inopérant de la définition statistique mathématique. Tu vas revenir à la question telle que tu l'avais formulée au départ. Eric nous demandait. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi en quoi l'approche mathématique était totalement inopérante. Donc la première approche que tu as décrite qui paraissait inefficace pour décrire les biais. Encore une fois, le problème c'est que ça dépend sur quel système d'IA on parle en fait. C'est que il me semble en tout cas que là où on parle beaucoup de biais aujourd'hui, c'est justement pour les systèmes qu'on va appeler de boîtes noires. Et donc les systèmes donc qui en fait il y a des paramètres. Mais ces paramètres ne signifient plus rien en fait. C'est vraiment des ils ont pas de signification physique en réalité. Il y a là par exemple c'est comme comment dire la métaphore souvent c'est celle du neurone en fait où le réseau neurone en fait c'est plusieurs neurones qui on va modifier donc comment ça s'appelle les poids en fait des différents neurones pour faire en sorte que le signal qui entre en fait il va être modifié jusqu'à ce que finalement pour telle entrée on obtienne la sortie désirée en fait et donc ces neurones finalement de toute façon c'est une métaphore en fait ça ne représente pas un neurone du cerveau humain par exemple c'est vraiment et on peut interchanger ces neurones aussi. Enfin, il y a pas, on va pas pouvoir dire. Et on pourrait aussi réentraîner, par exemple, le modèle entièrement de A à Z et avoir deux systèmes qui fonctionnent, mais dont les poids seraient différents en fait. Donc, on perd justement ce caractère concret, en tout cas, je sais pas du paramètre, qui fait qu'on va pouvoir parler des deux biais. Peut-être que ce biais peut exister. Est-ce qu'il n'existe pas ou est-ce qu'il est... Mais en fait, parler de biais, ça voudrait dire qu'on a le modèle idéal de quel devrait être le poids de différents neurones, en fait. Mais tout ça, on peut le dire, en fait. Hein, ça... Oui, ça...
Merci. Ou alors, ça pourrait être le cas, mais vraiment dans des modèles extrêmement particuliers où il y a une solution optimale, par exemple. Mais ça peut peut-être exister, voilà, si on est des modèles avec une dizaine de runs différents, et puis voilà, on sait exactement voilà quelle application on a. Mais pour des grands modèles de langue ou de classification d'image, ça n'a pas de sens en fait. Eduardo nous dit bonjour, merci pour votre présentation très intéressante et qui pose de nouvelles questions, notamment du point de vue opérationnel dans le développement de ce système. Alors, en effet, avez-vous apprécié le niveau de maturité en France, en Europe ou à l'international des acteurs industriels académiques sur le sujet de la prise en compte a priori des différents biais que vous avez décrits? En effet, des études montrent que la majorité des systèmes d'IA ne sont pas utilisés dans la vie réelle, que ce soit dans le secteur public ou privé. Est-ce une piste à explorer du point de vue de l'utilisateur de ces systèmes? Peut-être que je te remets le message. Ouais, tu veux relire. Que je relise. Donc j'ai compris au début que c'était une question de thèse, donc je précise que j'étais en postdoc et je faisais ça à côté d'autres recherches. Donc je n'ai pas pu forcément répondre, de faire des études comparatives justement dans les différents pays européens internationaux, mais effectivement c'est une question intéressante, ça c'est sûr. Après oui, pour la question des systèmes qui seraient pas utilisés en vie réelle. Oui, ça c'est le problème de la voiture à conduite automatisée, par exemple, on peut en parler, ou même, après voilà, il y a beaucoup de thèses en IA aujourd'hui à l'heure actuelle qui effectivement on peut se demander est-ce qu'un jour ça va être utilisé en conditions réelles. Mais après je pense qu'il y a beaucoup aussi de systèmes d'IA, même parfois, auxquels on est confronté tous les jours. Par exemple, tout ce qui va être recommandations système de recommandation sur Google ou dans tout ce qui est LinkedIn et tout ça, ça existe déjà, et finalement c'est à ça qu'on est confronté directement, et c'est peut-être là-dessus où on a le moins d'informations parce que les entreprises du secteur ne disent pas quelles sont leurs bases de données, ils ne montrent pas les évaluations qui sont plus en interne, et puis du jour au lendemain, s'ils changent les règles du système, ça peut avoir des impacts très concrets sur les acteurs, justement. On parlait de YouTube, par exemple, où, voilà, je veux dire, il y a des gens, c'est leur gagne-pain, et puis du jour au lendemain, si l'algorithme de reconnaissance du copyright évolue, tu peux avoir des gens qui, n'ont plus de salaire parce que ce système a évolué, en fait, alors qu'ils sont pas du tout impliqués dans le développement de ces systèmes. Donc, j'ai l'impression, quelque part, moi, c'est plutôt ces systèmes-là qui m'intéressent le plus aussi, c'est-à-dire que les systèmes d'IA qui seraient développés uniquement en laboratoire pour un usage peut-être futur, mais complètement hors sol, ça m'intéresse un peu moins. Moi, je préfère les cas plus concrets. Mais merci pour cette question, Eduardo. On va essayer de financer peut-être une thèse ou un postdoc pour travailler sur la question, mais c'est sûr que ça serait à creuser, et on voit que la question des biais, tu dis il y a un article sur les biais par jour, c'est une image, mais je retiens plus. Oui, probablement plus. C'est une question qui est de plus en plus prégnante, et même une remarque que je me faisais, c'est que il y a l'étude des biais, mais il faut aussi les trouver. C'est-à-dire que parfois, il y a quelque chose, il y a un côté un peu pernicieux, je dirais, qui est il faut faire, je sais que ça parlera à Eric qui a travaillé sur les questions de design. Quand on crée un système, on ne sait pas à l'avance les biais qui vont être créés, et ça peut être, je sais pas quelles sont les méthodes de repérage de ces biais, mais l'idée c'est de parcourir toutes les situations possibles, tous les utilisateurs possibles, pour savoir s'ils vont être affectés de manière différente selon s'ils appartiennent à un groupe ou à un autre, et ça pose des problèmes. C'est-à-dire que si ces biais étaient repérés dès le moment de la conception, ils n'existeraient pas. Par exemple, on a eu les problèmes avec je sais pas, mais on a eu les problèmes avec les personnes qui étaient reconnues, personnes à couleur de peau noire, qui étaient reconnues comme étant des singes par le système. C'est parce que tous les tests n'ont pas été faits, et c'est qu'il y a une emprise, mais une telle totalité des conséquences. C'est-à-dire que les systèmes touchent tellement tout que les biais peuvent apparaître à plein de moments. La question est une remarque un peu confuse. Je comprends ce que tu dis. Après, je pense qu'effectivement, il y a différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, je pense, en améliorant simplement la diversité dans le nombre d'informaticiens qui développent ces algorithmes, il y a des choses qu'on peut résoudre très facilement. Par exemple, typiquement,
le système, je sais pas, de détection de l'eau, enfin, qui a même pas vraiment d'IA en fait dedans, enfin, c'est juste voilà, qui est pas calibré pour pouvoir s'allumer quand il y a des personnes à peau foncée qui. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui est assez facile à résoudre. Après, encore une fois, ben, pour moi, il y a l'idée qu'on pourrait supprimer complètement les biais, elle est complètement, enfin, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que même, enfin, on prend par exemple le domaine de la médecine, ce serait quoi un algorithme qui est pas biaisé en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, ce que je trouve, c'est si on décide d'utiliser ces algorithmes parce qu'ils procurent un avantage pour une raison ou une autre, l'enjeu c'est pas seulement de réduire les biais, c'est de savoir il y aura des biais, mais qu'est-ce qu'on fait, enfin comment on accompagne, je sais pas, les utilisateurs si je puis dire, pour les informer que oui, il va y avoir des problèmes, donc dans cette situation, faites attention. Donc je pensais par exemple dans le cas de la santé, c'est évident que si on commence voilà, à avoir des systèmes d'IA par exemple qui seraient calibrés dans un hôpital japonais, si un Européen ou un Africain débarque comme ça du jour au lendemain pour se faire soigner, bah, potentiellement je sais pas, les résultats de l'hôpital sont peut-être moins bons que si c'est un Japonais qui arrive parce que je sais pas, l'alimentation est pas la même, je sais pas, au niveau peut-être même génétique, des prédispositions vis-à-vis de certaines maladies sont différentes et tout ça, et donc la personne serait moins bien traitée que voilà, si elle correspond vraiment à la population pour laquelle le système a été conçu. Dans ce cas, enfin, qu'est-ce qu'on en fait en fait de ça? Parce que est-ce qu'il faut vraiment un système qui serait capable de traiter tout le monde de façon équivalente et donc peut-être même de baisser en performance, peut-être en moyenne pour tout le monde, ou est-ce qu'au contraire, on va former je sais pas, les utilisateurs à se dire, bah, dans telle situation, s'il y avait telle personne qui arrive, bah, soyez d'autant plus vigilants que on sait que le système, il va moins bien réagir pour telle ou telle personne, par exemple. C'est voilà. Moi, j'ai entendu, enfin, mais c'est pareil, il y a des manières de la poser. C'est-à-dire que moi, récemment, dans justement une conférence en IA en santé, il disait, mais qu'est-ce que vous faites des biais dans le domaine de la santé? Et la personne qui était en éthique a répondu, mais dans la santé, ce qui est important, c'est pas les biais, c'est la performance. Parce que si on réduit les biais, on réduit la performance. Et comme c'est une question de vie ou de mort, bah, le problème, c'est que si on dit ça brutalement, ça veut dire qu'on accepte que les gens pour lesquels le système sera sous-performant sera toujours les mêmes. Parce que ce sera toujours les gens qui n'ont pas été intégrés dans la conception du système ou qui sont plus pauvres, donc les données ne sont pas à l'hôpital, enfin, je ne sais quoi. Donc ça dépend, mais mais ça, oui. C'est un commun. Ça me fait penser parce qu'il y avait eu un article, je sais plus qui était allé à cette conférence où il s'est amusé justement à essayer de montrer, c'est pas exactement le même contexte, mais ça me fait penser à ça sur que les comités d'éthique, en fait, chaque comité d'éthique avait un peu sa philosophie interne, c'est-à-dire que les comités d'éthique n'avaient pas les mêmes résultats, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais ça, c'est une preuve d'irrationalité, justement, et qu'il faut absolument remplacer par des algorithmes parce que ça montre que ça fonctionne pas, alors que il me semble qu'il y a beaucoup de moments où, justement, ce qui est important, c'est la démarche, finalement. C'est-à-dire que c'est pas simplement d'avoir la bonne solution, parce que derrière, elle n'existe pas, en fait. Oui. C'est. Il ne faut pas s'en cacher non plus. Et puis, nous dire sur quels critères on a pris telle décision aussi, en fait, pour pouvoir le remettre en cause. Le problème, justement, le fait de remplacer la décision par un algorithme, ça permet justement de ne plus remettre en cause, de dire, bah, c'est bon. Il est passé. En fait, je crois que quand quelqu'un parle dans la salle, on n'entend pas parce que le micro, il filtre les personnes qui sont trop loin. Désolé. Pardon, j'étais en train de chercher une référence. C'était quoi? C'était, oui, Emmanuel Montfort, donc, qui parlait des comment ça s'appelle, conférences de consensus au niveau de l'hôpital, en fait, quand une décision importante doit être prise pour un patient, en fait, on réunit peut-être différents.
nosographie, des systèmes qui permettent de définir ce qui est normal ou anormal, pathologique. Je dis. Oui. Qui parlait par exemple des nosographies, donc qui sont des réunions qui vont permettre de définir ce qui est normal ou pathologique pour un patient, justement. Et qui doit faire l'objet normalement justement de comptes rendus écrits, où il y a une forme de transparence finalement sur les échanges qui sont faits au niveau de ces réunions. La question de finalement. Alors, je reprends les questions qui étaient dans le canal. Donc, il y a Eric qui te posait des questions sur la définition statistique, mais il te propose de reprendre contact avec toi après pour en discuter. Il nous dit que ça ne soit pas crucial. Avec un petit smiley qui souhaite. Merci Eric. Alors, Eduardo qui nous dit « Si je recentre la question sur le sujet de la prise en compte des biais a priori, avez-vous étudié si, finalement, du point de vue opérationnel, il y a une compréhension ou une certaine maturité pour mitiger les biais en France sur le cycle de vie du développement de ces systèmes? Concrètement, est-ce que les équipes de développement savent documenter ces biais, ou moins une réflexion sur ces sujets? Je pense qu'il y a de plus en plus aussi de lignes directrices, de documentation qui sont en place ou d'outils même simplement pour essayer d'estimer en fait quels sont les biais présents dans les systèmes. Après, est-ce qu'ils sont utilisés en pratique? C'est une grande question. Là, ce que nous dit Eduardo, je viens du milieu de la santé et en effet, j'observe que le milieu, notamment des startups et industriels, sont peu matures, car pas incités encore du point de vue normatif à le faire. En attendant les normes. Oui, justement, c'est ça. Je pense que les normes européennes vont mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de ce point de vue-là, mais comme ça a été le cas pour le RGPD, par exemple, il y a toujours un temps de retard parce que les startups vont très vite vouloir développer quelque chose, mais ça va obliger un petit peu à prendre en compte ce point de vue-là. Mais après, c'est compliqué de répondre sur la question. Il faudrait dire non, mais bon, j'ai pas non plus. C'est compliqué de donner une réponse comme ça. Oui, ça demanderait d'avoir un point de vue plus général. Ouais. Je peux juste parler des choses que j'ai observées, par exemple. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires dans le chat. On arrive bientôt au terme de la séance. Je sais pas s'il y a une dernière question qui vient de la salle ou Alexandre. Peut-être si tu peux parler bien fort. Après, si tu peux venir parler dans le micro. Toi. Donc, ce serait une question qui porterait en fait sur plus une remarque d'ailleurs à vrai dire sur une illustration du technosolutionnisme. Donc typiquement, c'est un cas qui avait déjà été évoqué au moment d'autres séminaires. C'était celui de San Francisco, qui avait en fait des biais au niveau des personnes qui sont noires. Donc c'est-à-dire qu'ils ne les reconnaissaient pas dans la rue et ils voulaient en fait être débiaisés ou rebiaisés si vous voulez. Et le souci, c'est que du coup, ils étaient bien reconnus, mais en fait, ils voulaient pas être reconnus. Oui, la question elle portait donc, comme c'était dit, sur l'utilisation et pas sur en fait le fait que ce soit biaisé. Donc ça rejoint en fait ce qu'il avait dit en conclusion sur le fait qu'il fallait se poser la question donc de l'usage en amont et avant même celle des biens. Donc c'est plus pour illustrer ce point. Et ça me fait penser qu'effectivement dans ce contexte-là, je comprends qu'on puisse parler de débiaisé dans le sens où tu peux vraiment faire une mesure de performance sur le résultat. Par exemple, tu dis et encore, je sais pas que parce que après c'est comme tu définis justement qui est noir et qui est blanc aussi. Tu peux avoir des choses dans là où je parlais de rebiaisage, c'est surtout aussi dans le cas où effectivement tu as une décision, on va dire de normalisation à prendre, parce que dire la bonne classification ça doit être ça, la mauvaise c'est celle-là, c'est facile finalement, c'est 0 ou 1 quoi. Mais dès que c'est des décisions qui sont plus complexes, c'est là où on peut parler où il faut parler de rebiaisage et pas de débiaisage justement. Oui, je vais lire la remarque. Merci Alexandre. Merci. Question par métier. Alors, une remarque de Vincent Rial qui me dit il faut, je crois, distinguer deux grands domaines, donc type d'importance des biais. Le premier, le domaine des décisions par métier ou spécialité, par exemple la médecine, détection de maladies, dans lesquelles la chasse au biais est légitime. Et deuxième type d'importance des biais, le domaine du texte, donc du langage, de la sémantique, avec l'effet de sémiosis qui se produit chez le lecteur, et dans lequel le biais, inévitable via l'automatisation, a de tout autres effets. La grande question est celle des textes créés par algorithme, porteurs certes de biais, mais comme tout texte, la question n'est en plus celle du biais, mais celle de l'interprétation induite chez le sujet, de la sémiose que le texte permet,
et compte tenu aussi de l'aspect diffusion rapide sur de grandes populations. Alors, je comprends cette distinction. Après, il me semble que dans le domaine du texte, il faudrait aussi les prendre en compte. En fait, on a vu par exemple avec les problèmes des chatbots, par exemple comme Tweet. En fait, ça dépend quelle est la base de données de départ. C'est-à-dire que si la base de données de départ est déjà vérolée, on va dire, ouais, il y a, qu'est-ce qu'on est capable et puis ça engage quelque part aussi, je trouve, la responsabilité des gens qui créent ces systèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas, oui, c'est vrai que il y a un côté, l'utilisateur aussi participe à la compréhension du texte, mais il y a quand même des textes qu'il faut éviter d'écrire, quoi, à un moment donné. Donc, oui, je sais. Mais là, on l'a vu récemment avec l'exemple de ChatGPT où on pouvait, par des moyens un peu détournés, récupérer des recettes pour créer des bombes. J'ai pas compris trop comment ça fonctionnait d'ailleurs, leur système de. Mais j'ai l'impression qu'ils ont corrigé au fur et à mesure de se rendre compte des problèmes qui étaient générés. Et donc bon, alors je sais pas où ça en est maintenant, mais donc dans la base de données, puisqu'ils avaient récupéré tout un tas de documents, alors je sais pas exactement la source non plus, mais il y a peut-être la recette pour faire je ne sais quel type de dynamite, disons, sur Internet. Donc, est-ce que c'est un biais ou on pourrait juste dire c'est une erreur, c'est pas souhaitable. Après, est-ce que c'est de l'ordre du biais ou c'est-à-dire que bon, il y a un écart à la norme, mais qui est encore un peu différent. Bon, je me perds un peu dans mon analyse là, mais bref. Effectivement, enfin, en fait, ce que je veux dire là, c'est que effectivement, comme tu disais, dans les sources de données, il y a possibilité quand même d'aller ce qu'on appelle faire du nettoyage, quoi, aussi. Bah, oui, ça dépend sur quel système tu travailles, en fait. Une base d'image, c'est plus facile qu'une base de texte, par exemple. Ou une base audio, par exemple, parce que c'est, puis oui, et puis ça dépend ce qu'ils veulent en faire aussi, en fait, de leur base de données. C'est-à-dire que, GPT-3, oui, ça fait des résultats intéressants, mais finalement, enfin, quand tu regardes, il n'y a toujours aucune compréhension du texte, donc bon, après, il y a des débats aussi à avoir derrière aussi. Enfin, justement, dans les articles que j'ai cités, il y a des gens qui disent mais il faut arrêter d'essayer de développer des systèmes aussi aussi massifs en fait, parce que finalement, pendant ce qu'on développe ça, en fait, on comprend pas ce que c'est que le langage finalement. Et plutôt que d'essayer vraiment d'avoir un système qui fait le café, en fait, peut-être essayer de commencer comment ça fonctionne. Après, c'est des questions de priorité de recherche, quoi, aussi. Très bien. Il est 15h30, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous et toutes d'avoir été présents, d'avoir participé à ce séminaire. Merci Ambre d'avoir fait une présentation de très grande qualité, qui a été soulignée par toutes les personnes qui étaient présentes en ligne. Pour ce qui est du séminaire, pour l'instant, il s'arrête, mais il reviendra sans doute, je sais pas, courant printemps, pour de nouvelles aventures. Vous pouvez consulter nos actualités via le site internet. On essaie de diffuser un peu sur les listes de diffusion pour donner nouvelles, ou sur LinkedIn, voilà. Voilà. Je sais pas si Thierry, tu voulais ajouter quelque chose. Si je peux graver l'article qui avait été mis. L'article, oui, je vais le faire. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci.